Bonjour à tous, il est 10 heures, vous êtes en train de vous connecter progressivement à ce webinaire, donc on va vous laisser quelques minutes pour pouvoir nous rejoindre et vérifier que tout fonctionne de votre côté, côté son et image. Vous continuez tranquillement à entrer dans ce qu'on appelle la salle. Je vois que certains d'entre vous lèvent la main, alors c'est une fonctionnalité que l'on ne va pas activer ce matin. Vous êtes trop nombreux, vous êtes plus de 500 inscrits, donc il ne va pas être possible de vous donner la parole. On vous expliquera tout à l'heure que les échanges se feront uniquement par les questions-réponses. Alors, il est maintenant 10h02. Je pense que nous allons commencer parce que le contenu de cette matinée va être assez dense. On va essayer de tenir les délais. Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire intitulé « 10 bonnes pratiques pour un signalement d'arrêt de travail réussi ». C'est un titre un petit peu long. L'objectif ce matin est d'accompagner les participants au signalement d'arrêt de travail via la DSN. C'est vraiment l'objectif, l'utilisation de la DSN. Donc, pour information, nous sommes deux. Donc, mon collègue va se présenter tout à l'heure. Moi, je suis Hélène Heurford. Je suis conseillère informatique et services à la caisse primaire de la Vendée. Ce webinaire est destiné à tous les employeurs des Pays de la Loire, mais je pense que vous êtes un certain nombre à vous être connectés depuis un peu plus loin que cela, mais bienvenue à tous. Pour information, vous recevrez d'ici quelques jours, on va essayer d'être rapide, le support d'information et également le lien vers le replay si vous voulez revisionner certaines parties de cette présentation sur lequel vous souhaitez revenir ou le partager éventuellement avec des collègues. Donc, pour pouvoir mettre à disposition un replay, cette présentation est enregistrée. Seuls les animateurs sont enregistrés ainsi que la présentation, donc vous ne serez pas visible à l'écran. Voilà, je laisse la parole à mon collègue Jérôme qui va se présenter également avant que l'on puisse commencer. Bonjour à tous, donc je suis Jérôme Minguin, je suis conseiller informatique service au sein de la caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe et je vais aujourd'hui assister Hélène sur toute la partie modération du chat. Donc toutes les questions que vous allez poser vont m'être adressées et on tâchera d'y répondre en fin de présentation. J'en profite pour ceux qui n'ont pas de son ou qui me font remonter qu'il y a un écho. Je vous invite à changer de navigateur, puisqu'au niveau des paramétrages, le son et la qualité de visionnage du côté d'Hélène sont parfaits. Donc vous pouvez, si vous avez des difficultés, changer de navigateur pour pouvoir améliorer la qualité d'écoute. Bon visionnage à tous. Donc, nous allons pouvoir commencer. Je vais désactiver la partie discussion
pour vous, puisque normalement maintenant, vous devez avoir résolu, entre guillemets, les soucis liés au son. Si vous avez au fil de la présentation des questions, hein, certains d'entre vous ont posé des questions préalablement au moment de l'inscription. Nous allons tenter d'y répondre dans le déroulé de cette présentation. Si toutefois, lorsque nous abordons une thématique particulière, il y a quelque chose qui n'est pas clair, ou vous souhaitez poser une question, vous pouvez utiliser l'onglet Q&R, donc questions-réponses, qui est présent sur votre écran. L'onglet discussion était réservé plutôt à l'accueil, donc je vais le désactiver maintenant pour pouvoir démarrer. Voici le programme de ce que nous allons aborder ce matin. Donc, comme je vous le disais, il est assez dense. L'idée est de vous mettre à disposition ensuite avec le support les points importants que nous aborderons ce matin. Pour certains, nous irons un petit peu vite dans la présentation, mais soyez rassurés, tout vous sera ensuite adressé. Et puis, si vous avez besoin de compléments d'information, je vous le disais, n'hésitez pas à poser vos questions. Donc, nous aborderons un aspect réglementaire sur le moment de signaler l'arrêt de travail et les prérequis à la saisie, quelques points clés à la saisie, et puis comment ensuite, une fois que vous avez adressé votre signalement d'arrêt de travail, votre mission, entre guillemets, ne s'arrête pas là, vous avez un rôle aussi de suivi pour garantir que vos envois sont bien arrivés et conformes à ce qui est attendu. Et puis un petit focus à la fin sur la reprise d'activité, comment nous la signaler et dans quel cas il n'est pas besoin de la signaler. La réglementation, donc à quel moment signaler un arrêt de travail? Un arrêt de travail, il est à nous signaler systématiquement, quelle que soit sa durée. Certains employeurs ont parfois tendance à penser qu'un arrêt de moins de 3 jours ne doit pas donner lieu à un signalement d'arrêt de travail. Eh bien si, parce que vous ne pouvez pas, vous, savoir si cet arrêt va être indemnisable ou non. Certains arrêts, même de moins de 3 jours étant indemnisables, nous vous invitons à les signaler systématiquement dès que vous avez un nouvel arrêt de travail à le faire. Donc, dès réception d'un arrêt de travail initial d'au moins un jour, le faire dans les 5 jours qui suivent la connaissance de l'arrêt. Si vous subrogez, vous pourrez attendre le début du mois suivant au moment où vous faites votre DSN mensuel. Mais si les indemnités journalières sont à adresser aux salariés, vous avez 5 jours pour faire le signalement d'arrêt de travail. Le faire également à chaque changement de risque, c'est-à-dire l'alternance maladie-maternité par exemple. Surveillez bien les risques qui sont indiqués sur la prescription d'arrêt de travail pour pouvoir faire les attestations correspondantes. Et également en cas de congé paternité. Le congé paternité, ce n'est pas l'objet aujourd'hui de développer le sujet, mais il a évolué réglementairement en 2021 et dans les modalités de transmission également des éléments en 2022. Eh bien, chaque période donnant lieu à indemnisation doit recevoir une attestation de salaire faite par vos soins, de préférence en DSN, c'est ce que l'on verra aujourd'hui. Ne pas réaliser de signalement en cas de prolongation. Ça ne change rien à la règle qui était en vigueur même avant la DSN. On fait un signalement d'arrêt de travail au démarrage d'un arrêt. Vous enregistrez bien sûr dans votre logiciel de paye toute prolongation, mais s'il n'y a pas de reprise de travail entre deux prolongations, vous ne nous adressez pas de signalement. C'est l'attestation reçue à l'arrêt initial qui permettra de payer. Comment signaler un arrêt de travail? Alors, vous verrez sur le support qui va donc vous être adressé, nous avons à chaque fois deux colonnes. Une sur la saisie nette entreprise, je ne développerai pas aujourd'hui, c'est très connu de tous maintenant, et de l'autre côté, le signalement d'arrêt de travail en DSN. Cette présentation, ce choix visuel, il vous permet de comparer les éléments, c'est-à-dire ce que je fais désormais en DSN, ça correspondait à ce que je faisais de telle manière sur Net Entreprise. Ça vous permet d'avoir un repère. Donc, le signalement d'arrêt de travail, il se substitue à l'attestation de salaire sur Net Entreprise. Si vous faites un signalement en DSN, vous ne faites plus d'attestation de salaire sur Net Entreprise. C'est important à savoir. Pensez bien à en faire part à votre cabinet comptable. Si vous êtes l'employeur, vous êtes l'entreprise et que vous déléguez une partie de la gestion de votre paye et des déclarations sociales
voyez bien avec votre cabinet comptable le qui fait quoi désormais, hein, pour ne pas envoyer les éléments en doublon. Et d'autre part, si vous, participants ce matin, vous êtes un cabinet comptable, ayez bien ce point de vigilance avec vos entreprises clientes sur le qui fait quoi pour éviter les doublons. Vous pouvez donc signaler votre arrêt de travail en DSN à condition que votre logiciel soit compatible et suive bien les dernières normes en vigueur et d'avoir un historique de données suffisant pour transmettre. On dit 3 mois, c'est 3 mois quels que soient les employeurs, tout employeur confondu. Donc, à partir du moment où vous embauchez un salarié, on imagine, s'il avait un employeur précédemment, que vous pouvez faire votre signalement d'arrêt de travail puisque le dispositif DSN va aller récupérer les éléments de rémunération antérieurs pour pouvoir payer. Ça, c'est depuis 2019. Avant, on vous disait, si vous n'avez pas fait 3 mois, vous, de DSN, vous ne pouvez pas faire de signalement d'arrêt de travail. Ce n'est plus vrai. Maintenant, les données sont transmises d'un employeur à un autre, on va dire, dans le dispositif DSN. Quels sont les prérequis à la saisie? Puisque le signalement d'arrêt de travail, il intervient dans un deuxième temps, hein, on va dire dans le dispositif que vous avez mis en œuvre au sein de votre entreprise pour entrer en DSN. Depuis maintenant plusieurs années, vous avez l'obligation de faire vos DSN mensuels. Eh bien, ça fait partie, hein, des prérequis, c'est-à-dire forcément faire des DSN mensuels, mais faire aussi des DSN dont les données sont correctes. Donc, il faut bien surveiller dans vos bilans de traitement de toutes vos DSN mensuelles quelles sont les anomalies, certes bloquantes. Si elles sont bloquantes, vous devrez impérativement les modifier, mais vous avez aussi parfois des signalements d'anomalies qui ne sont pas bloquantes, mais qui peuvent avoir un impact sur de futures déclarations, dont l'arrêt de travail. Donc, il est vraiment important de vérifier dans votre logiciel, et notamment lorsque vous créez une fiche, hein, d'un salarié dans votre logiciel, que toutes les données identifiantes notamment sont correctes. Tout ce qui va être lié au numéro de sécurité sociale du salarié, à son nom, à son prénom, que ce soit bien orthographié de la même manière que ce que la base de l'assurance maladie connaît. Et tout ça, vous allez pouvoir le faire grâce au bilan d'identification des salariés, qui est un retour que vous avez dans vos DSN mensuels. Et une des façons que vous avez de garantir la bonne identification de vos salariés, c'est à l'embauche de leur demander de vous fournir une attestation de droit qu'ils peuvent télécharger par leur compte à Amélie, notamment. C'est ce qu'il y a de plus pratique. Pensez également à bien renseigner tout changement à l'occasion d'un changement de contrat, d'un changement de nom, et de faire les éléments dans les DSN mensuels du mois qui concernent ce changement. C'est important. Nous allons ensuite aborder les points clés de la saisie elle-même, c'est-à-dire une fois que vous avez vérifié, garanti que les données de vos DSN mensuels sont fiables et correctes, eh bien, pour un bon signalement d'arrêt de travail, vous allez avoir de bonnes pratiques, hein, à mettre en œuvre, et on va les développer ensemble ce matin. Un des points clés, c'est le dernier jour travaillé, puisque c'est cette date de dernier jour travaillé que vous indiquez dans votre signalement d'arrêt de travail, comme vous le faites actuellement sur Net Entreprise, qui va générer la bonne période de référence. Donc, nous vous avons mis à l'écran quelques exemples. Le dernier jour de travail, c'est une information importante, hein, comme je vous le disais, puisqu'elle génère la période de référence. La règle de ce dernier jour de travail, elle s'est énormément simplifiée. Il faut simplement se poser la question, est-ce que mon salarié a travaillé ou non le jour où a été prescrit son arrêt de travail? Si ce n'est pas le cas, s'il n'a pas travaillé, eh bien la règle, ce sera mon dernier jour de travail est la veille, quels que soient les jours effectivement travaillés dans mon entreprise. Si on prend l'exemple qui est à gauche là sur l'écran, donc le salarié n'a pas travaillé. Alors attendez que je retrouve. Voilà, l'arrêt a été prescrit à compter du lundi 26. Il a travaillé effectivement jusqu'au vendredi 23. Pour autant, le dernier jour de travail est le dimanche 25. Cette règle, elle est la même si un arrêt de travail est prescrit pendant une période de congé payé. Vous indiquerez toujours le dernier jour des congés payés qui précède l'arrêt de travail, c'est-à-dire la veille. Ne pas remonter au dernier jour de travail qui précède les congés.
Et en cas de congé paternité, le dernier jour de travail correspond à la veille de chaque période de congé. Quand on dit le congé paternité, le dernier jour de travail, la veille, c'est la veille de la période indemnisée par l'assurance maladie, c'est-à-dire le dernier jour des congés employeurs. Si vous, si vous avez des interrogations plus, on va dire, plus précises sur le congé paternité, nous avons fait plusieurs webinaires sur cette thématique. N'hésitez pas à les retrouver en replay. Je vous disais, la règle, c'est la veille si le salarié n'a pas travaillé le jour de son arrêt. En revanche, s'il a travaillé même quelques heures, le jour où l'arrêt de travail était prescrit, on imagine quelqu'un qui vient travailler, qui ne se sent pas très bien, qui repart chez lui, qui voit son médecin, qui a un arrêt, eh bien même quelques heures, la date de dernier jour de travail sera le jour de l'arrêt puisque le salarié a travaillé. Cette journée-là n'est pas indemnisable par l'assurance maladie. Prenons maintenant le cas de l'accident du travail. Je vous rappelle, j'en profite pour vous dire que en cas d'accident du travail ou d'accident de trajet, vous avez, en plus de l'attestation de salaire, s'il y a un arrêt, l'obligation de déclarer l'accident dans les 48 heures. Il existe également un téléservice qui vous permet de le faire en ligne. Nous vous invitons fortement à utiliser ce téléservice puisqu'il est gratuit et il est sécurisé. Il se situe sur Net Entreprise, sur la page d'accueil, dans l'onglet DAT. N'hésitez pas à adhérer si vous n'êtes pas encore utilisateur de ce service. Pour revenir au dernier jour de travail, un accident du travail, si l'arrêt intervient le jour même de l'accident, eh bien, le dernier jour de travail indiqué sera le jour de l'accident. Que ce soit un accident de travail ou un accident de trajet, même si la personne n'a pas encore commencé sa journée de travail, si elle a un accident sur le trajet, c'est bien cette date-là qui sera indiquée. En revanche, si l'arrêt n'est pas concomitant, c'est-à-dire qu'il y a un accident de travail le 13 avril, mais finalement, le 12 avril sur notre exemple, pardon, et que la personne n'a pas un arrêt tout de suite, il y a un arrêt quelques jours après, et bien le dernier jour de travail indiqué sera pas le jour de l'accident, mais le jour, la veille de l'arrêt de travail. C'est la règle précédente qui s'applique. Prenons l'exemple également du temps partiel thérapeutique. Alors, j'en profite parce qu'un grand nombre d'entre vous, sur le formulaire d'inscription, nous ont sollicité par rapport au temps partiel thérapeutique. Alors, c'est une déclaration qui, au printemps, là, devait être transposée en DSN. Les éléments auraient dû commencer à nous parvenir. Il y a eu quelques petites anomalies techniques qui font qu'on a dû reporter la gestion des temps partiels thérapeutiques en DSN. Donc, actuellement, vous faites bien vos attestations de salaire temps partiel thérapeutique, toujours sur Net Entreprise. Vous serez informé dès que vous pourrez le faire via la DSN. Donc, pour revenir au dernier jour de travail, si vous avez un arrêt à temps complet, dans notre exemple, le 7 septembre, le dernier jour de travail sera le 6, éventuellement le 7 si la personne avait travaillé, le 7. Ensuite, vous avez un temps partiel thérapeutique pendant quelques semaines. Eh bien, le dernier jour de travail indiqué sur votre attestation de salaire temps partiel thérapeutique sera le même que pour l'arrêt à temps plein précédent, c'est-à-dire le 6 septembre dans notre exemple. Et puis, finalement, la personne, soit parce que la reprise à temps partiel était un peu précoce, ou alors il y a une maladie intercurrente, ça peut arriver, et de nouveau en arrêt à temps complet. Et bien, pour ce nouvel arrêt à temps complet prescrit à compter du 1er janvier dans notre exemple, vous mettrez en dernier jour de travail le dernier jour du temps partiel thérapeutique qui précédait puisque la personne en temps partiel a travaillé. Et nous vous avons également mis l'exemple des enchaînements d'arrêt de travail avec des risques différents ou non. C'est-à-dire, par exemple, sur l'exemple du congé pathologique. Vous avez une salariée qui attend un enfant. Eh bien, à partir du moment où sa grossesse est déclarée jusqu'au début du congé prénatal, son médecin peut estimer qu'elle a besoin de quelques jours de repos en rapport avec sa grossesse. Il va prescrire ce qu'on appelle un congé pathologique. Mais elle peut aussi avoir un autre type de pathologie, un autre type de maladie qui sera prescrit, cette maladie, au risque maladie ordinaire. Donc, vous avez un exemple ici, arrêt maladie du 15 au 25 mai, puis congé pathologique, puis de nouveau un arrêt maladie, puis le congé maternité. Et bien pour chacun des risques, il faudra faire une attestation de salaire différente
conforme correspondant au risque tel qu'il a été prescrit. En revanche, si les arrêts se suivent exactement, qu'il n'y a pas de reprise de travail, vous indiquerez toujours le même dernier jour de travail. Hélène, je me permets juste de Oui, t'interrompre 2 petites secondes. Est-ce que oui, tu peux Jérôme. juste remonter un petit peu ton micro? Parce que Oui, plusieurs personnes m'entendent pas très bien. Comme ça, c'est voilà, mieux? me signalent qu'ils ne t'entendent pas forcément très bien. D'accord. Bon, j'espère que c'est un petit peu mieux, je l'ai remonté. Merci Hélène. Nous avons terminé avec la partie consacrée au dernier jour de travail. Donc, je vais lancer un petit sondage que Jérôme commentera avec vous pour vérifier que vous avez bien compris le point qui vient d'être abordé. Vous avez tous répondu, donc je vais mettre fin au sondage et partager avec vous les résultats. Alors, Jérôme, que dis-tu de ce résultat? Donc la question était, votre salarié est en arrêt de travail à compter du lundi 17 avril. Quel DJT devez-vous indiquer? Donc 97% d'entre vous ont répondu un DJT au dimanche 16. Et effectivement, d'après la règle qu'a énoncée juste avant Hélène, le DJT est soit le jour de l'arrêt, soit la veille, peu importe à quel jour commence l'arrêt. Et là, puisqu'on ne précise pas que le salarié a travaillé le jour de son arrêt, alors le DJT sera au dimanche 16. Voilà, merci Jérôme. Nous allons continuer avec un autre point qui concerne les salaires rétablis. Alors, ce point, j'attire votre attention pour ceux qui ne pratiquent pas encore le signalement d'arrêt de travail en DSN et qui ne savent pas encore trop comment ça fonctionne. Ce n'est pas un élément que vous allez saisir. C'est vraiment un des fondements du signalement d'arrêt de travail en DSN. On ne saisit plus aucun élément lié à la rémunération. Ce sont les données que vous enregistrez chaque mois dans votre logiciel de paye qui sont transmises dans les DSN mensuels, qui vont être reconstituées sur l'attestation de salaire en cas d'arrêt et sur lesquelles donc nous verrons les salaires, dont les salaires rétablis. Une petite vue de comment se présente une attestation de salaire reconstituée dans les bases de l'assurance maladie, parce que qu'elle soit faite sur Net Entreprise ou qu'elle soit faite en DSN, le résultat pour les collègues qui traitent les indemnités journalières dans nos services, c'est la même chose, c'est le même type d'attestation de salaire. Donc, vous avez, en fonction du dernier jour de travail, selon les règles que l'on a vues ensemble tout de suite, une période de référence qui a été générée. Cette période de référence, elle dépend aussi de la catégorie professionnelle de votre salarié. Un intérimaire aura une période de référence à 12 mois, un saisonnier ou une personne avec une activité discontinue également, alors que le cas, on va dire, standard du salarié mensualisé aura une période de référence à 3 mois. Donc, apparaîtra dans la colonne du milieu, salaire, le montant de la rémunération correspondant à l'activité réellement effectuée. Et s'il y a eu une absence autorisée, non rémunérée mais autorisée, cette liste est accessible sur Net Entreprise dans une page que vous trouvez facilement sur la page d'accueil de Net Entreprise. Vous avez la liste des absences qui donne lieu à rétablissement de salaire. C'est également prévu dans le cahier technique de la DSN qui est mise à la disposition de votre éditeur de logiciel. Donc, si votre salarié a eu une absence pendant cette période de référence qui donne lieu à rétablissement de salaire, eh bien, cette absence, elle va se reconstituer le salaire dans la dernière colonne à droite, et c'est sur cette rémunération que nous allons calculer l'indemnisation, le montant de l'indemnité journalière qui est due à votre salarié ou à vous si vous subrogez. Je vous indiquais sur la vue précédente que les éléments liés à la rémunération et donc au salaire rétabli figuraient dans les blocs de la DSN mensuelle. Le salaire rétabli, pour information, il est dans un bloc qui est le bloc S21 G0051 01003. Ces éléments-là, ils sont connus de votre éditeur de logiciel, et c'est bien à cet endroit-là,
de votre DSN mensuel au moment où vous indiquez la rémunération, que les éléments sont indiqués pour pouvoir être reconstitués correctement au moment d'un arrêt de travail. Je vous indiquais le rétablissement des salaires en cas d'absence pendant la période de référence. Depuis l'année dernière, il y a eu une modification qui ne nous permet plus de payer à l'employeur qui souhaite la subrogation une indemnité journalière qui serait calculée sur une rémunération antérieure en fait à l'embauche. C'est pour ça que vous avez peut-être vu pour certains d'entre vous que vous ne pouvez plus rétablir pour motif nouvelle embauche sur Net Entreprise les mois antérieurs à l'embauche. C'est normal, hein, n'essayez pas de contourner, vous ne pouvez plus rétablir, tout simplement parce que le dispositif DSN, comme je vous l'expliquais en introduction, nous permet de récupérer les rémunérations antérieures à l'embauche pour calculer une indemnité journalière qui soit la plus proche possible de la rémunération réelle du salarié. Donc, j'attire votre attention. Si jamais vous pratiquez la subrogation parce que votre convention collective vous l'impose, même pour un salarié récemment embauché, potentiellement, l'indemnité journalière qui va être calculée ne vous sera versée qu'en partie. Vous ne recevrez que la partie qui correspond à la rémunération versée chez vous et l'autre partie sera versée à votre salarié. C'est normal. Voilà pour la partie des salaires rétablis. Nous allons maintenant faire un focus sur l'accident du travail ou la maladie professionnelle, les nouveautés par rapport à quand on fait de la DSN par rapport à l'attestation saisie sur notre entreprise et un petit focus aussi sur le bon remplissage des primes ou rappels de salaire. Actuellement, pour ceux qui saisissent les attestations de salaire sur notre entreprise, lorsque vous avez un accident du travail qui donne lieu à une investigation complémentaire et pour lequel donc la décision ne sera rendue qu'au bout de quelques semaines, ou pour une maladie professionnelle dont le temps d'instruction est toujours long, vous êtes régulièrement sollicité pour adresser, en plus de votre attestation de salaire risque professionnel, une attestation de salaire maladie. Eh bien, désormais, grâce à la DSN, si vous enregistrez votre arrêt de travail au bon risque, c'est-à-dire celui qui est prescrit par le médecin, accident du travail par exemple, vous faites le signalement d'arrêt de travail, ça va générer une attestation de salaire accident du travail qui va être reçue par nos services, mais ça va générer également parallèlement une attestation de salaire maladie qui va nous permettre de procéder à l'indemnisation sur la base maladie en attendant la reconnaissance en accident du travail. Vous n'avez pas à nous adresser parallèlement cette attestation de salaire. Nous recevons les deux. Et au moment de la prise de décision, si c'est un accord, nous procéderons au rappel de la part d'indemnité journalière due au risque accident du travail. Petit focus également, nous avons mis une vision là sur Net Entreprise. C'est une des exceptions. Je vais vous indiquer pourquoi. Là, je vous parle de la saisie sur Net Entreprise. Lorsqu'en accident du travail, vous faites une attestation de salaire, la période de référence est le mois qui précède. On vous demande d'indiquer le salaire brut soumis à cotisation. Et dans l'étape suivante sur Net Entreprise, qui correspond à la colonne d'à côté sur l'attestation de salaire, on vous demande également d'indiquer le montant des cotisations qui se réfèrent à ce salaire. Eh bien, depuis 2015, ce montant des cotisations, il est forfaitaire. Il correspond à 21% du salaire brut. Nous avons encore pas mal d'anomalies, pas mal d'employeurs qui indiquent le montant réel des cotisations. Eh bien non, c'est forfaitaire depuis 2015, donc c'est 21% qui est indiqué. Tout ça pour vous dire que si vous le faites en DSN, ça se fera tout seul, vous n'aurez pas à le calculer puisque le paramétrage de votre logiciel le permet. Donc, autre point de vigilance, lorsque vous saisissez sur Net Entreprise, vous avez différentes cases à renseigner, donc le salaire brut du mois de référence, mais on vous demande également dans une case qui s'appelle la case B, d'indiquer les rappels de salaire et accessoires de salaire versés avec une périodicité différente de celle du mois de référence. Ça va être tout ce qui est prime, 13e mois ou primes, différentes sortes de primes. Alors, vous indiquez dans cette case la date de versement, la période à laquelle cette
rémunération, ce montant se rapporte, le montant lui-même, brut, et la part des cotisations, toujours 21%. Eh bien, en DSN, vous n'avez pas à aller rechercher est-ce que dans les 12 mois qui précèdent cet arrêt de travail, quelque chose a été versé. Ça se fera tout seul, puisque c'est au fil de l'eau de l'alimentation de vos DSN mensuels qu'en ayant correctement renseigné dans les bons blocs les différents types de rémunération, celles-ci vont se reconstituer dans l'attestation de salaire. Sur la vue suivante, c'est ce que l'on vous indique. Il n'y a plus de primes à saisir. Les données sont issues des DSN mensuels. Tout ce qui concerne les primes va dans le bloc 52. Et vous avez en bas à droite de l'écran un lien qui sera dans le support qui va vous être envoyé, qui est une aide au remplissage des primes selon leur nature que vous trouvez sur Net Entreprise. Donc, n'hésitez pas à vous y référer si besoin. Sixième point vu ce matin, la subrogation. C'est une partie qui pose assez régulièrement question. La règle, elle est la même. Je vous le répéterai à plusieurs reprises ce matin. La DSN, c'est un nouveau mode d'envoi. Ça ne change pas la réglementation, ça ne change pas les questions que vous devez vous poser par rapport à l'application notamment du maintien de salaire et de la subrogation de votre entreprise. C'est la même que sur Net Entreprise. La différence, c'est que vous n'avez pas à saisir les coordonnées bancaires à chaque fois, puisque c'est celles que vous avez enregistrées dans votre logiciel qui nous permettront de vous indemniser. Pensez bien à les changer dans votre logiciel en cas de changement de coordonnées bancaires de l'entreprise. Ce n'est pas nous, assurance maladie, qui pourront vous dire si vous devez subroger ou pas, et ni pendant combien de temps. Cette règle, elle dépend des accords qui sont en vigueur de votre entreprise, accords qui dépendent parfois de votre convention collective ou d'autres types de règles en vigueur dans votre entreprise. Donc, ce qu'il faut simplement retenir, et là, c'est là que nous pouvons vous accompagner, c'est de vous poser la question lorsque vous avez un arrêt de travail initial, un premier arrêt qui vous est soumis, se poser la question, si jamais l'arrêt de travail devait durer longtemps, pendant combien de temps, moi, employeur, je demande à ce que les indemnités soient versées à l'entreprise. Et c'est cette date de début et c'est cette date de fin qui est indiquée, sur laquelle, normalement, vous n'avez pas à revenir, qui nous permettra de connaître le destinataire de règlement des indemnités journalières. Bien sûr, si vous indiquez 3 mois de subrogation parce que votre convention dit 3 mois, mais que l'arrêt ne dure que 2 semaines, eh bien, on arrêtera de payer au bout de 2 semaines puisque nous ne recevrons plus d'arrêt de travail. C'est vraiment la conjonction à la fois des éléments que vous nous transmettez, mais également de la prescription d'arrêt de travail qui vont permettre l'indemnisation. Donc, posez-vous bien la question de vous dire, attention, qu'est-ce qui est prévu dans nos accords selon le statut du salarié. Parfois, ça peut dépendre de l'ancienneté, ça peut dépendre de s'il est cadre, non cadre. Enfin, voilà, il y a des éléments qui vous permettent de savoir si vous devez subroger ou non. Et nous, on suivra ce que vous nous indiquez. Un petit sondage lié à la subrogation. Je le lance et je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Voilà, vous avez tous répondu. Je mets fin au sondage et je partage avec vous les résultats que Jérôme va commenter. Donc la question était, lorsque vous pratiquez la subrogation, les dates à indiquer sont les dates de l'arrêt de travail en cours ou la période maximale prévue par la convention collective. Donc 84% d'entre vous ont répondu la période maximale prévue par la convention collective. Effectivement, comme l'a dit Hélène juste avant, la période prévue
pour une subrogation n'est pas à la charge de l'assurance maladie et est bien lié à votre convention collective ou un arrêté si vous êtes une collectivité, etc. Dans tous les cas, ce n'est jamais la caisse primaire qui va décider de la période que vous devez indiquer dans votre attestation de salaire. C'est bien lié à votre convention collective ou tout autre document qui fait foi dans votre entreprise pour indiquer quelle période maximale est prévue pour un arrêt de travail. Merci Jérôme. Donc, nous allons passer au point suivant. Les pièces justificatives. Vous avez sans doute ou peut-être, je ne sais pas, vu qu'un nouveau téléservice était à votre disposition. Normalement, nous vous en avons informé, mais il est difficile toujours de toucher l'intégralité des entreprises. C'est pourquoi on fait un petit rappel ce matin. Depuis la fin de l'année 2022, vous ne pouvez plus nous adresser de pièces justificatives sur la boîte aux lettres dédiée, hein, la messagerie qui s'appelle DSNPJ et qui est suivie de la caisse, du nom de la caisse primaire. Alors, elles sont encore ouvertes, hein, les boîtes mail, on ne les a pas fermées d'emblée, on vous laisse le temps, mais normalement, vous avez un petit message qui vous indique que la pratique a changé. Vous avez désormais, depuis votre compte Net Entreprise, accès à un nouveau téléservice qui est le dépôt de pièces justificatives. On a fait des webinaires aussi spécifiques, hein, sur ce point en tout début d'année. N'hésitez pas à vous y référer si vous le souhaitez. Pour autant, on va quand même en reparler rapidement ce matin. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, c'est que ce n'est pas parce que le téléservice d'envoi de pièces justificatives existe qu'il est obligatoirement, qu'il est à utiliser systématiquement. Il existe pour les rares cas, puisque normalement, vos attestations de salaire, dans la majorité des cas, suffiront à indemniser, mais dans les rares cas où vous aurez besoin de nous faire part d'éléments complémentaires permettant l'indemnisation, soit de votre propre initiative. C'est le cas pour le congé paternité lorsque vous souhaitez nous adresser par exemple l'acte de naissance de l'enfant, soit parce que par compte rendu, on parlera des bilans et des comptes rendus tout à l'heure, la caisse primaire du lieu de résidence de votre salarié vous a demandé un élément complémentaire nécessaire à l'indemnisation. Dans ce cas, vous pouvez aller déposer les éléments sur ce nouvel espace. Donc c'est un point d'entrée unique et sécurisé et qui permet, puisqu'il est lié à la base de données de l'assurance maladie, lorsque vous enregistrez le numéro de sécurité sociale du salarié, que la pièce que vous y déposez soit directement routée vers la bonne caisse primaire. Je vais vous montrer très très rapidement comment accéder à ce service. Ce n'est pas l'objet du webinaire de ce matin, donc on va passer assez vite. Mais comme je vous le disais en préambule, comme vous aurez le support, vous pourrez vous y référer si besoin. Pour pouvoir activer le service dépôt de pièces justificatives depuis le compte entreprise de Net Entreprise, hein, le vocabulaire se ressemble, donc je précise bien. Donc, il va falloir vous connecter avec votre profil déclarant. Si vous êtes dans votre profil administrateur, je me suis trompée, excusez-moi. Si vous êtes uniquement déclarant, adressez-vous à l'administrateur du compte Net Entreprise du SIRET sur lequel vous souhaitez ajouter le service. Donc, il faut avoir le profil administrateur et pour pouvoir adhérer au téléservice dépôt de pièces justificatives qui est sur le compte entreprise de Net Entreprise, il faut également être adhérent à l'attestation de salaire, puisque ce sont des pièces complémentaires à une attestation de salaire. Les deux services sont liés, donc c'est vraiment un prérequis important. Donc, dans les slides suivantes, vous avez comment accéder au service. C'est comme toute nouvelle déclaration, il faut passer par son menu personnalisé, gestion, gérer les déclarations, et bien penser à aller également ensuite vérifier que les déclarants sont habilités à utiliser le service. Donc, vous avez une vue vous indiquant comment passer du tableau de gauche vers le tableau de droite, c'est-à-dire des déclarations disponibles vers les déclarations sélectionnées pour ce SIRET, allez adhérer au compte entreprise et au dépôt de pièces justificatives. Lorsque la démarche sera faite, vous aurez sur votre page d'accueil ce nouveau pavé, hein, qui s'appelle compte entreprise, qui sera disponible au bout de 24 heures. Si vous avez une difficulté d'accès, vous pouvez contacter la hotline Net Entreprise au 0820 000 516, en sachant qu'eux sont plutôt
habilités à vous accompagner sur, on va dire, le nettoyage de votre compte. Depuis quelques années maintenant que Jérôme et moi, on accompagne les entreprises, on se rend compte que certains d'entre vous, vous utilisez encore un profil d'une personne qui était là, qui avait créé un compte, mais qui est plus dans l'entreprise. C'est vraiment l'occasion, là, aujourd'hui, de refaire le point sur les déclarants qui sont dans le compte Net Entreprise et de faire le grand ménage parce que c'est important d'être à jour. Donc, si vous avez besoin d'accompagnement, vous contactez la plateforme Net Entreprise et vous en profitez pour leur parler du compte, mais normalement, la démarche est assez simple à réaliser. Donc ensuite, lorsque vous aurez cette nouvelle déclaration qui sera active, vous pourrez vous connecter sur le compte entreprise dans le service déposer les pièces justificatives. Juste pour faire un très rapide point, les cas où vous aurez envoyé des pièces sont tellement rares. C'est l'acte de naissance pour le congé paternité, également éventuellement un bulletin d'hospitalisation si vous savez que le salarié n'est pas en capacité de nous l'envoyer parce que vous pouvez l'avoir vous, mais que lui étant encore hospitalisé, il ne peut pas le transmettre à la caisse primaire. Eh bien, vous pouvez nous le déposer sur cet espace. Vous avez également les attestations de présence à une cure thermale, par exemple, dans les cas de cure thermale qui donnent lieu à indemnisation. Mais globalement, les cas sont assez rares. Vous serez plutôt amené à l'utiliser à la demande de la caisse primaire. Un petit sondage pour vérifier que vous avez bien compris à quoi servait ce nouveau téléservice. Alors, vous avez tous répondu. Je vais partager avec vous les résultats que Jérôme va commenter. La question était: le nouveau service dépôt de pièces justificatives remplace-t-il l'adresse mail DSN-PJ? Donc effectivement, à 90%, vous avez répondu oui, et c'est effectivement le cas. L'adresse mail DSN-PJ disparaît progressivement au profit de ce téléservice dépôt de pièces justificatives, et vous devez systématiquement passer par ce téléservice pour nous adresser vos pièces jointes. Merci Jérôme. Donc, nous allons continuer sur la partie suivi du signalement. C'est-à-dire que là où on en est de la présentation ce matin, vous avez fait votre signalement en pensant bien aux différents points que l'on a abordés, le dernier jour de travail, la subrogation, la rémunération que vous avez bien renseignée au préalable dans votre DSN mensuel. Vous avez envoyé l'éventuelle pièce justificative nécessaire. Et bien maintenant, vous avez encore une obligation. Votre travail n'est pas tout à fait terminé. C'est vous assurer que ce que vous avez envoyé a bien été est bien conforme, a bien été récupéré par l'assurance maladie et que la caisse primaire de votre salarié a pu le traiter. Le premier niveau de contrôle, ça va être le certificat de conformité en DSN. Alors, ce certificat, il vous confirme que le fichier que vous avez transmis, il respecte bien la norme en vigueur. C'est important de bien le suivre lorsque vous êtes dans une phase de démarrage du processus DSN. Une fois que vous êtes dans la DSN depuis longtemps, le certificat de conformité, il y a très peu de risques qu'il soit négatif. Dans un deuxième temps, vous aurez un bilan de traitement. Le bilan de traitement, il vous indiquera s'il y a une anomalie bloquante ou non bloquante. Le cas le plus embêtant, c'est l'anomalie bloquante qui n'aura pas permis la reconstitution de par l'assurance maladie de l'attestation de salaire et donc l'impossibilité d'avoir les éléments pour pouvoir payer. Et enfin, le troisième niveau de suivi, il va venir du compte-rendu métier, c'est-à-dire le compte-rendu que le technicien de l'assurance maladie qui traite votre attestation de salaire va faire en clôturant votre pièce après réception. S'il est positif, tant mieux, c'est qu'on a pu traiter les éléments et procéder au paiement. S'il y a un élément dedans qui pose question et qui fait qu'on ne peut pas payer, eh bien dans le compte-rendu, vous aurez un élément qui vous sera demandé, soit de faire une nouvelle attestation, soit d'apporter des pièces complémentaires à déposer sur le dépôt de pièces justificatives que l'on vient de voir ensemble. Il faut donc
pas confondre les accusés de dépôt, les certificats de conformité, hein. L'accusé de dépôt, il vient de votre de Net Entreprise, hein, que vous avez, qui vous dit que vous avez bien fait la démarche. Donc, c'est pas inintéressant, hein, de conserver les accusés de dépôt. Ils vous permettent de justifier que vous avez bien fait la démarche, notamment par rapport à l'envoi dans les délais d'une déclaration d'accident de travail, par exemple. En revanche, le tableau de bord DSN, il va vous donner d'autres informations, hein, liées à la conformité des fichiers que vous envoyez. Là, vous avez à l'écran une vue du tableau de bord DSN tel qu'il est proposé par Net Entreprise. À partir du moment où vous entrez dans le dispositif DSN, Net Entreprise vous proposera systématiquement un suivi, un outil de suivi qui est le tableau de bord DSN. Certains éditeurs de logiciels ont créé un tableau de bord interne qui est directement accessible depuis votre logiciel. Donc, il n'aura pas tout à fait la même forme, l'ergonomie sera différente, mais dedans, vous y trouverez les mêmes éléments. Donc, que vous suiviez sur le tableau de bord Net Entreprise ou depuis votre logiciel de paye, il est vraiment important d'assurer ce suivi pour vérifier que vos signalements d'événements sont bien conformes, transmis et exploitables par l'assurance maladie. Donc, vous avez également des petites vues d'écran. Sur le tableau de bord DSN, hein, vous avez accédé au bilan de traitement ici en bas, là où il y a la flèche, avec ensuite la possibilité d'ouvrir de manière plus précise ce bilan pour lire ce qui est indiqué dedans et de faire l'éventuelle action correctrice demandée. Le dernier, on va dire, le dernier outil de vérification du bon traitement des éléments, ça va être le fait de vérifier que les indemnités journalières ont bien été payées. Alors, si les indemnités journalières sont aversées au salarié, eh bien, il les recevra sur son compte bancaire et pourra télécharger son attestation de paiement sur son compte Amélie. Il peut avoir à vous la transmettre pour certains dossiers de prévoyance notamment. En revanche, si vous pratiquez la subrogation, eh bien, vous continuez à aller consulter vos bordereaux de paiement qui sont disponibles sur Net Entreprise au même endroit que l'attestation de salaire, hein, c'est un sous-menu de l'attestation de salaire. Certains logiciels prévoient également l'intégration des bordereaux de paiement directement au logiciel. Donc, je ne sais pas quelle sera la configuration dans votre entreprise, mais vous avez de toute façon l'un ou l'autre des moyens de consulter les indemnités journalières subrogées. Et si dans le compte-rendu métier ou dans le bilan de traitement de votre DSN, vous avez une anomalie qui vous est signalée et que vous devez corriger, eh bien, il va falloir faire une action pour nous adresser les éléments qui sont demandés. Et cette action, elle sera différente maintenant que vous êtes en DSN selon la nature de l'anomalie. Donc, ça peut être une anomalie qui est détectée par le bilan de traitement, c'est-à-dire au deuxième niveau de contrôle dont je vous parlais tout à l'heure, une anomalie bloquante qui fait que l'attestation de salaire n'a pas pu être reconstituée, ne parvient pas à l'assurance maladie. Dans ce cas, il vous appartient de faire une action corrective dans le logiciel pour remédier à cette anomalie, mais également à faire une attestation de salaire sur Net Entreprise pour pouvoir permettre à l'assurance maladie de recevoir les éléments pour payer. Donc, selon, je vous disais, la nature de l'anomalie, si l'élément à modifier est présent dans le signalement lui-même, c'est-à-dire vous vous êtes trompé de dernier jour de travail, vous vous êtes trompé dans la subrogation, vous vous en rendez compte vous-même, ou alors c'est l'assurance maladie qui vous dit il y a quelque chose qui n'est pas cohérent par rapport à ce dernier jour de travail, eh bien, vous pourrez procéder à un nouveau signalement en DSN en ce qu'on appelle annuler en place. Puisque vous avez la main sur ces éléments-là, vous pouvez les modifier, nous transmettre une DSN dite rectificative, annuler en place. En revanche, si l'anomalie, elle porte plutôt sur des éléments liés à la rémunération ou un problème par rapport à une prime qui n'apparaît pas au bon endroit, dans ce cas-là, ne faites pas de signalement d'arrêt de travail en DSN annuler en place puisque les mêmes éléments vont être remontés, reconstitués, on recevra une nouvelle attestation de salaire qui sera toujours erronée. Dans ce cas, vous faites la modification, bien sûr, pour les futurs arrêts, parce qu'il faut que ce soit corrigé, mais pour solutionner le dossier en question, vous faites une attestation de salaire rectificative sur Net Entreprise.
Le dernier point, le point 10, concerne la reprise d'activité. Il est important à la fin d'un arrêt de travail, quand le salarié reprend, que vous fassiez une ou deux actions. Je vais vous expliquer la différence. Lorsque le salarié reprend à l'issue d'un arrêt de travail, il est impératif que vous indiquiez cette date de reprise de travail dans votre logiciel de paye, parce qu'il faut que soit stoppé le compteur, on va dire, à l'intérieur du logiciel qui, s'il n'est pas stoppé par une date de reprise, va générer à tort une attestation de salaire permettant de calculer les droits à indemnisation au-delà de 6 mois. Vous savez, c'est une attestation qui vous était demandée à 4 mois et demi, 5 mois d'arrêt d'un salarié, d'indiquer le nombre d'heures qu'il a fait dans les 12 mois qui précèdent pour que l'assurance maladie puisse savoir s'il remplit encore les conditions pour prétendre à un arrêt de travail au-delà de 6 mois. Bien, en DSN, ça se fait tout seul. Vous n'avez plus à le faire, mais ça se ferait aussi tout seul si vous ne pensez pas à enregistrer une date de reprise pour un arrêt court. Donc, nous recevons très régulièrement des attestations de salaire pour ouverture de droit au-delà de 6 mois à tort, alors que les arrêts sont terminés depuis longtemps. Eh bien, c'est tout simplement que la date de reprise n'a pas été enregistrée dans le logiciel. Mais si c'est une reprise normale à l'issue de l'arrêt de travail tel qu'il a été prescrit, c'est la seule action que vous avez à faire. Pas besoin de faire de signalement d'arrêt de travail. À la différence d'une reprise dite anticipée. Je pense que c'est là. Voilà, la reprise anticipée, c'est lorsque le salarié qui a eu un arrêt de travail peut-être de 5 ou 6 jours on va prendre l'exemple d'une gastro par exemple, au bout de 4 jours va bien, il est complètement remis, il décide de reprendre le travail. Eh bien, le jour où il reprend le travail, puisqu'il reprend de manière dite anticipée, il faut impérativement que vous nous fassiez un signalement de reprise anticipée depuis votre logiciel. C'était possible également sur Net Entreprise. Eh bien, ça fait partie des déclarations qui sont aussi disponibles en signalement d'arrêt de travail en DSN. Nous le faire dès la reprise pour stopper le versement des indemnités journalières. Sinon, on risque si on le reçoit trop tard, de faire un indu. Ce n'est pas très confortable, ni pour nos collègues qui doivent faire une régularisation, ni pour vous ou le salarié qui allait devoir rembourser les indemnités qui ont été versées à tort. Donc, reprise normale pour synthétiser, enregistrement de la date dans le logiciel, mais c'est tout. Pas de signalement vers l'assurance maladie. Reprise anticipée, en revanche, signalement dès le jour où vous en avez connaissance. Eh bien, nous sommes arrivés, on va dire, au bout de la présentation, dans le sens où j'ai développé avec vous l'intégralité des points que l'on voulait voir ensemble. Donc, signaler tout arrêt de travail, quelle que soit sa durée, bien penser à vérifier toutes les données identifiantes du salarié pour une bonne reconstitution des éléments. Les différents points clés de la saisie, le dernier jour de travail, les salaires rétablis, l'attestation, la double attestation en accident de travail, maladie professionnelle, la subrogation et les pièces justificatives. Ensuite, le suivi avec les bordereaux de paiement et comment corriger une erreur. Et le dernier conseil sur la bonne transmission de l'information en cas de reprise d'activité. Nous allons maintenant faire place à vos questions. Je vais donner la parole à Jérôme pour qu'il partage avec nous les questions qui ont éventuellement été posées pendant cette petite heure, 45 minutes de présentation. Alors, me revoilà. Hop. Alors, du coup, Hélène, on a quelques petites questions. Oui. Alors, j'ai répondu à une majorité. Donc, déjà, pour faire un peu plus global, plusieurs personnes parmi vous nous ont fait remonter qu'ils avaient des difficultés pour régénérer les attestations au format PDF sur Net Entreprise lorsque vous faites une déclaration. Alors, c'est une anomalie sur laquelle nous sommes informés. Net Entreprise est informé également, mais nous n'avons pas de réponse à vous apporter, malheureusement, concrète aujourd'hui. Il faudrait essayer de changer de navigateur, parfois ça fonctionne. Je ne sais pas si toi, Hélène, de ton côté, tu as une autre solution à proposer. Non, c'est ce que j'allais proposer également. Effectivement, on a constaté que ça pouvait fonctionner. Ce n'est pas toujours le cas. C'est un petit peu ennuyeux, on en convient. Donc, alors peut-être que ça vous prépare à la DSN qui, elle, ne vous permet pas la reconstitution. Je fais un petit peu d'humour, c'est pas sympa, mais effectivement, c'est ennuyeux. La Caisse nationale est au courant, le Net Entreprise est au courant, mais on n'a pas encore actuellement d'action corrective. C'est pas encore tout à fait résolu.
Alors, concernant les questions, on avait une première question qui était plutôt une demande d'informations complémentaires. Est-ce que tu pourrais redire un petit peu, de manière plus globale, à quoi correspondent les absences autorisées et non autorisées? Ah, alors, moi, j'ai pas là sous les yeux la liste des absences. Alors, les absences autorisées, c'est celles qui peuvent donner lieu à retenue hein, sur le salaire, puisque la personne n'est pas là, mais pour lesquelles l'employeur a donné son autorisation. Alors, vous avez les congés pour événements familial, ça peut être pour les jeunes, les journées, je ne sais plus comment ça s'appelle, les journées. Euh, on appelait ça l'appel sous les drapeaux, mais c'est pas tout à fait ça non plus. Enfin, JAPD il y a quelques années, mais ça a changé de nom, hein. J'avoue que je suis désolée, j'ai oublié comment ça s'appelle. Ça peut être voilà, une absence maladie pendant l'arrêt qui doit donner lieu à reconstitution. Ça peut être les congés payés si, alors pas congés payés parce que, enfin, si pour les entreprises du bâtiment, vous retenez les congés, mais normalement, vous ne rétablissez pas puisque c'est une caisse autonome hein, qui paye les congés. Tout ce qui est absence qui est autorisé par l'employeur. C'est-à-dire, si votre salarié ne se présente pas un matin qu'il est sans justificatif, eh bien là, ce n'est pas une absence autorisée. S'il a un arrêt de travail dans le mois qui suit, normalement, cette journée où il a été absent sans justificatif ne doit pas donner lieu à rétablissement de salaire, hein. C'est vraiment comment l'autorisation qui a été donnée par l'employeur. Mais sur Net Entreprise, vous allez retrouver, ce que je vous propose, c'est que dans le support, avant de vous l'envoyer, on ajoutera le lien de Net Entreprise sur la liste des absences Mmh. autorisées, hein. Elle existe hein, quelque part sur Net Entreprise. Donc, on vous l'ajoutera. Merci Hélène. Une deuxième question, pourrais-tu indiquer ce qui prime entre les congés payés et l'arrêt de travail lorsque ceux-ci se chevauchent? Alors, il y en a aucun qui prime, les deux sont cumulables. C'est-à-dire C'est que, ça. alors, après, c'est cumulable, mais ça dépend aussi de la manière dont vous le gérez en entreprise. Si vous avez un salarié qui est en arrêt, qui est en congé payé, pardon, et au milieu de ses congés payés, il a un arrêt de travail prescrit, eh bien, il pourra continuer à être en congé, mais à percevoir en même temps les indemnités journalières, c'est cumulable. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure dans la règle du dernier jour de travail, le dernier jour de travail indiqué, c'est la veille de l'arrêt de travail et l'assurance maladie peut payer un arrêt maladie pendant des congés payés. Après, c'est souvent la règle. Si vous avez des congés prévus, mais que la personne tombe malade, bah ça, c'est vous qui voyez si vous reportez ou si vous ne reportez pas. Ce n'est pas l'assurance maladie qui vous le dira en tous les cas. Merci Hélène. Je vous en prie. Une autre question, est-ce qu'un salarié peut reprendre le travail par anticipation sans avis médical? Alors oui, sur les petites pathologies, les petites maladies de saison, euh, c'est plutôt déconseillé sur un arrêt long, type maladie professionnelle ou accident du travail, sur lequel il y a des séquelles. Même si le certificat final n'est plus obligatoire, il est quand même intéressant pour un employeur pour lequel on sait qu'il y a une pathologie un petit peu lourde de cadrer la reprise de travail par un avis médical. Donc, c'est-à-dire soit l'arrêt de travail se termine et le salarié n'a pas revu son médecin, il n'a pas besoin, mais il ne reprend pas de manière anticipée, il reprend normalement suite au dernier avis d'arrêt de travail prescrit, soit s'il avait un arrêt prescrit sur une durée longue et qu'il souhaite reprendre, là, vous pouvez l'inciter quand même à demander un avis médical sur lequel le médecin indiquera une reprise de travail qui modifiera l'arrêt qu'il avait prescrit auparavant. Mais sur les petites pathologies, les arrêts courts, non, c'est pas utile d'inciter à revoir le médecin. Merci. Une question, alors une personne qui avait une incompréhension, je pense, sur la date de reprise. Effectivement, la personne n'a pas dû bien assimiler comment la date de reprise fonctionne en DSN. La question était, si je renseigne la date de reprise dans ma DSN événementielle, mais que le salarié est prolongé par la suite, vu que je n'ai pas renvoyé une nouvelle attestation, comment pourrais-je renseigner la nouvelle date de fin d'arrêt? Donc là, il doit y avoir un quiproquo entre la Oui, date de alors fin d'arrêt. ouais, je pense que ce qu'on appelle date de reprise, selon les logiciels, elle ne s'appelle pas toujours pareil. Mhm. Vous êtes incité lorsque vous enregistrez une date, un arrêt de travail dans votre logiciel à indiquer
une date de début d'arrêt, ce qui est normal, mais d'indiquer également une date de fin prévisionnelle. Mais cette date de fin prévisionnelle, elle ne nous est pas remontée, elle n'est pas reconstituée par l'assurance maladie dans l'attestation de salaire. L'attestation de salaire, elle n'a que le risque, la date de dernier jour de travail, la subrogation et les éléments de rémunération. Cette date de fin prévisionnelle, elle sert à vous dans votre DSN mensuel et dans votre paye et elle sera reportée s'il y a prolongation. Ne soyez pas inquiets, cette date de fin ne nous est pas transmise, donc il n'y aura pas de fin d'arrêt. Ça a pu être le cas au tout début de la DSN il y a quelques années, mais ce n'est plus le cas maintenant. Alors j'en profite, on a une personne présente qui explique, enfin qui dit que faire une impression PDF depuis l'imprimante directement peut solutionner le problème des personnes qui ont des difficultés pour régénérer l'attestation de salaire. Alors à voir, c'est une information qui Merci, ouais. circule. Peut-être que ça peut aider certains d'entre vous. Donc voilà, je la communique au passage. Ouais, à tester, si ça peut aider C'est ça. certains. Ouais, tout à fait. Merci, madame ou monsieur, je ne sais pas. C'est un spectateur anonyme, donc je ne sais pas non Ah, plus. Pour l'instant, je suis sur une attestation en maladie. Je dois passer en maladie pro pour un maladie pro au moment de l'instruction. Alors, je pense que la question est plutôt de savoir si une déclaration maladie doit être faite en plus de la déclaration en MP ou en AT dans le cadre d'une instruction. Donc, Hélène, tu as déjà évoqué le sujet tout à l'heure, hein. ouais, c'est ça. Effectivement, dans l'attente de l'instruction et de la décision, il est nécessaire de faire les deux déclarations aux deux risques pour pouvoir permettre un versement provisoire et en fonction de la reconnaissance ou non de l'accident ou de la maladie, l'indemnité pourra être revue par la caisse primaire. C'est ça. Sur l'accident du travail, c'est relativement simple. C'est-à-dire vous faites l'attestation, le signalement en accident du travail, ça générera les deux. Et si c'est un accident simple, de toute façon, nous, on ne paiera pas en maladie, on paiera directement en accident du travail. En revanche, si c'est un dossier plus complexe sur lequel il y a une instruction complémentaire, il se peut qu'on ait besoin de payer en maladie en attendant la reconnaissance. Sur la maladie professionnelle, c'est un tout petit peu plus complexe parce que vous pouvez être dans la situation d'un salarié qui est en arrêt maladie depuis un petit moment, déjà absent de l'entreprise depuis plusieurs semaines, au moment où son médecin fait le lien entre sa pathologie et son activité professionnelle et demande la reconnaissance. Dans ce cas-là, l'indemnisation se poursuivra en maladie et on pourra vous serez invité à faire le signalement en maladie professionnelle au moment où vous recevrez la décision. Laissez la maladie courir et l'indemnisation en maladie se faire à ce titre-là. J'ai encore des questions, hein, sur la date de reprise ou de fin d'arrêt dans la DSN, hein. Si Oui. j'ai mis une date de fin dans la DSN car j'ai pris seulement le premier arrêt, mais que mon salarié est prolongé, que dois-je faire? Cela va-t-il générer l'attestation de plus de 6 mois? Et une autre question dans le même style. Concernant la date de reprise, en cas de prolongation successive, la reprise n'est indiquée qu'à la fin de la dernière prolongation et pas à la fin de chaque arrêt successif, puisque ce sont des prolongations. Alors la réponse est oui. Sur la deuxième question, c'est-à-dire que vous ne mettrez une date de reprise qu'à la toute fin, c'est-à-dire quand vraiment le salarié a repris. Pour chaque prolongation, il n'y a pas besoin, sauf en cas de changement de risque. Si vous avez une alternance maladie, maternité, pathologie, maladie, maternité, j'exagère un petit peu, mais ça arrive parfois. Il faut, pour pouvoir, parce que sinon ça risque d'être bloquant dans votre logiciel, il faut indiquer une date de fin. Alors, ce n'est pas une date de reprise, c'est plutôt une date de fin de l'arrêt maladie pour pouvoir enregistrer l'arrêt pathologique qui suit. Hein, c'est plus une question de vocabulaire. Ce n'est pas vraiment une reprise, c'est plutôt une date de fin d'arrêt pour pouvoir procéder à l'enregistrement. Mais ça ne génère pas, tant que vous ne faites pas de signalement de reprise, ça ne génère pas de reprise vers l'assurance maladie et ça n'interrompt pas les paiements. C'est important de le savoir. Alors, on a également une question. Si la veille de l'arrêt est une absence non rémunérée ou un jour férié, le DJT est-il toujours la veille de l'arrêt? Oui, oui. C'est la veille. Ou le jour de l'arrêt si le salarié a travaillé ce jour-là. Également, une personne souhaite savoir combien de jours sont autorisés entre deux arrêts de prolongation? Ah, alors la règle de la prolongation, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors en maladie, si vous avez un arrêt qui se termine le vendredi avec une prolongation faite le lundi
ou le mardi, s'il y avait un férié, on comblera la période et c'est bien considéré comme une prolongation. Vous n'avez pas de nouvelle attestation de salaire à faire, à condition également que ce soit bien coché prolongation. Si c'est coché initial, nous, on considérera que c'est une nouvelle pathologie, donc un nouvel arrêt. Et même si le salarié n'a pas repris le travail entre les deux, il vous faudra bien faire une deuxième attestation de salaire puisque c'est coché initial. Et là, vous mettrez en date de dernier jour de travail la veille du deuxième arrêt prescrit. En accident du travail, maladie professionnelle, c'est un petit peu différent puisqu'on ne peut pas imputer à l'employeur des arrêts qui ne sont pas officiellement prescrits. Donc, si vous avez un arrêt prescrit jusqu'au vendredi et une prolongation cochée à partir du lundi, on ne paiera pas le week-end, puisque si on payait le week-end, on imputerait au compte ATMP de l'entreprise des jours qui n'ont pas été prescrits, donc qui vous seraient, j'allais dire, facturés, en tout cas indiqués sur votre compte tarification à tort. C'est les règles globales. Il peut y avoir quelques exceptions sur les arrêts maladie selon les fériés et en fonction également de on va dire des difficultés que les personnes ont eues pour voir un médecin. Mais la règle, à notre époque où la démographie médicale étant ce qu'elle est, c'est un petit peu compliqué. Il vaut mieux pour les salariés, dans la mesure du possible, lorsqu'il y a un risque de devoir prolonger, anticiper les prises de rendez-vous au maximum pour éviter ces situations-là. Alors j'en profite, j'ai des messages de Madame Guilbeault. Je vous invite à contacter la caisse primaire dont vous dépendez pour faire le point sur votre dossier. On ne pourra pas revenir sur votre cas puisqu'il est un petit peu trop personnalisé pour qu'on puisse y répondre dans le cadre de ce webinaire. Écoute, j'ai d'autres questions. Je ne sais pas en termes de délai, on va bientôt arriver à la fin. Oui. J'en profite déjà pour remercier toutes les personnes qui sont en train de m'écrire pour nous dire au revoir et te remercier, Hélène. Merci à vous. Donc, merci à vous et bonne journée à ceux qui quittent déjà le webinaire. On va peut-être pouvoir refaire encore une ou deux questions, Hélène. Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais en profiter rapidement avant que les personnes soient obligées de nous quitter pour simplement vous montrer deux petites choses. Vous avez la possibilité de suivre l'actualité de l'assurance maladie, risque professionnel et côté maladie, vos CEPAM en région, grâce à la newsletter 3 minutes entreprise. N'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'êtes pas. Vous avez également un guide de DSN arrêt de travail qui est disponible sur Amélie Entreprise. Il est actuellement en cours de refonte suite aux dernières évolutions. Donc, il sera très rapidement mis à disposition. Enfin, il est mis à disposition, mais il y a une version qui sera à jour bientôt. Alors, on a une question sur la subrogation. J'ai cru lire que la subrogation n'était possible que s'il y a un maintien de salaire ou complément. Pour un salarié qui n'a pas un an d'ancienneté, ce n'est pas possible. Alors, ça dépend encore une fois de la convention de votre entreprise. Il y a des entreprises qui vont autoriser le maintien de salaire dès le premier jour de salariat d'un salarié, d'autres qui vont appliquer un délai de 6 mois d'ancienneté, d'autres un an. Tout dépend de votre convention ou des textes qui sont des textes de loi de votre entreprise, en fait, si vous voulez. Ce n'est pas la caisse primaire, enfin ce n'est pas les caisses primaires d'ailleurs, qui vont déterminer la période de subrogation ou à partir de quand elle est applicable dans votre entreprise. C'est vraiment propre à chaque entreprise directement. Tout à fait. En complément, effectivement, si vous pratiquez le maintien de salaire parce que vous de le faire, c'est prévu par les textes qui régissent votre entreprise, eh bien vous demandez la subrogation parce que vous n'allez pas faire un maintien et nous verser de notre côté. En revanche, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de maintien que vous ne pouvez pas subroger. Subroger, c'est verser à l'entreprise des indemnités et l'entreprise s'engage à leur reverser dans le cadre du maintien de salaire ou non. Mais c'est vraiment vous qui en décidez. Éventuellement, pour ceux qui seraient hésitants, en vous appuyant sur une fédération ou un service juridique par rapport à l'activité professionnelle dont vous dépendez. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Je réponds aussi en même temps, Hélène, Oui. à des questions. Donc pour confirmer, parce que j'ai eu pas mal de questions dans ce sens depuis le début de la conférence. Donc oui, le support sera envoyé par les caisses primaires des Pays de la Loire et par Hélène, sera adressé à l'issue de cette formation, de cette présentation. Donc il y a un petit délai qui sera appliqué. On va vous laisser
on va dire qu'il y a peut-être 2-3 jours ou un Oui, petit c'est peu ça, plus, avant ça la va fin de la dépendre. semaine. Oui, oui. Voilà. Mm. Mais vous recevrez bien le support qui a été présenté par Hélène aujourd'hui. De même, un lien vers le replay de cette conférence sera disponible d'ici quelques jours également Oui. pour pouvoir Le lien vous sera envoyé dans revisualiser. le mail également. Voilà. Ouais. Et ben voilà, donc Hélène répond en Mm. totalité. Donc Ouais. oui, le support vous sera transmis, de même qu'un lien vers le replay de cette conférence. Euh, Lorsqu'un signalement d'arrêt avec l'échéance avant l'échéance de la DSN mensuelle, il y a une anomalie non bloquante, DSN M-1 manquante. Comment résoudre le problème? Alors, si le signalement d'arrêt a eu lieu avant l'échéance de la DSN mensuelle, votre DSN événementiel, votre signalement d'arrêt doit sûrement être en attente. Et du coup, cette anomalie non bloquante va disparaître lorsque vous aurez validé votre DSN mensuel. Et le signalement sera envoyé automatiquement à la caisse primaire dont vous dépendez. Oui, c'est pas vraiment une anomalie, c'est juste une petite alerte. Attention, on a bien reçu votre signalement, mais la mensuelle précédente n'étant pas encore transmise, le signalement ne peut pas générer l'attestation, mais ça va se résoudre, comme le dit Jérôme, dès que vous aurez envoyé votre mensuel. En attendant la reconnaissance d'un accident de travail, faut-il la mettre en accident de travail ou en maladie sur le bulletin de salaire? Alors, Nous ne répondons pas à cette question. Ça relève pas, on va dire, des compétences de l'assurance maladie, là, vraiment. voilà, C'est pas exactement. possible pour nous. Nous, comme on le disait, on va vous demander tout ce qui est lié à l'attestation de salaire, de faire les 2 attestations aux 2 risques dans le cadre de l'instruction. Mais vous, comment vous allez le traiter chez vous, c'est propre à votre entreprise, ça ne nous regarde pas. Écoute Hélène, je pense qu'on a répondu à la plupart. Alors il y a encore quelques questions. De toute façon, s'il y a des questions sur lesquelles nous n'avons pas répondu à l'oral ou qui n'ont pas été évoquées par Hélène dans le cadre de la présentation, nous pourrons refaire un petit point dans le cadre du suivi, du fichier qui vous sera adressé avec le support. On pourra remettre 2 ou 3 questions C'est supplémentaires ça, auxquelles on ouais. répondra directement à l'écrit. Donc Ouais. vous les retrouverez. Et puis, on vous avait proposé un créneau d'1 heure. On a déjà un petit peu débordé. Je pense que Hélène, je vais te laisser. Voilà, on va clôturer. Merci à tous. De toute façon, ce webinaire, il était destiné aussi à vous donner des informations générales. Il ne se substitue aucunement à l'accompagnement quotidien que les conseillers informatiques et services font auprès de vous. N'hésitez pas à les solliciter selon le département où vous résidez, selon les modalités habituelles. Hein. Ça peut être le 36 79 en demandant d'être recontacté. Ça peut être un formulaire de contact pour ceux qui ont un formulaire de contact. Ça dépend vraiment des modalités habituelles de contact avec vos conseillers informatiques, mais n'hésitez pas, on est toujours là pour vous accompagner au quotidien sur des points spécifiques vous concernant. Exactement. Merci à tous d'avoir Merci à participé tous. et puis nous vous disons à très bientôt pour de futurs webinaires d'information en fonction de l'actualité et de la réglementation. Au Bonne revoir et journée à bonne tous. journée. Au revoir.